Bonjour et bienvenue dans le club, les amis. Une édition de club un peu tristouille, plus que consacrée à l'élimination des Lions de l'Atlas en huitième de finale de la CAN. Exceptionnellement, je remplace Jalal Bouzrara. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence par rapport à un poste pour lequel je n'ai pas été beaucoup préparé. Mais pour remonter le niveau, je compte sur mon ami Amin Rahmouni, titulaire inamovible de ce poste de commentateur de le club. Salut Amin. Bonsoir les amis, bonsoir Reda. Je suis par avance ravi de participer à ce qui va rester comme l'émission la plus intéressante des annales de la télévision marocaine. On va voir. En tout cas, on a fait tout pour et en particulier, on a appelé un vrai spécialiste, quelqu'un qui a vraiment joué au foot dans des vraies équipes professionnelles, pas comme nous. Saïd Chiba, ancien milieu de terrain de l'équipe nationale et professionnel de la Liga. Salut à toi, Saïd, et bienvenue ici. Salut Reda, salut Amine. Très heureux toujours d'être avec vous. Ça nous fait plaisir de te recevoir. On va également saluer notre intrépide envoyé spécial au Caire, Fouad Hannaoui. Fouad, salut à toi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus dans la capitale égyptienne, le Caire, qui vit au rythme de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, toute cette fine équipe est chargée de nous expliquer ou de nous fournir des propositions d'explication sur cette élimination cruelle parce qu'elle est venue après un premier tour maîtrisé. On rappelle qu'on a eu 9-3 matchs. On rappelle qu'on a eu l'impression d'avoir enfin une équipe capable d'aller, si ce n'est au bout, au moins loin dans cette compétition. Et bim, dans ces huitièmes de finale, c'est la nouveauté de cette édition 2019, on se prend les pieds dans le tapis et on perd contre une équipe du Bénin qui était sincèrement pas favorite de ce match. Saïd, comment tu peux nous expliquer ça rapidement ? Bien sûr, au-delà bien sûr de la déception qui est légitime pour les Marocains, je pense que sur le plan technique, notre déception était due surtout au sentiment qu'on avait que cette équipe montait en puissance avec un premier match un petit peu moyen, avec deux belles prestations si j'ose dire, avec peut-être des difficultés sur le plan de la création des occasions, de la présence dans l'attaque, mais on espérait qu'avec les tours, que cette équipe allait avoir plus de présence sur le plan offensif. On en manquait peut-être de plus d'agressivité sur l'adversaire. On manquait de punch sur le plan physique. C'est des équipes qu'on attendait avec ces schémas défensifs qu'il fallait bousculer plus physiquement. Je pense que des joueurs comme Rabat, Nseri et surtout Ziyech ont manqué de cette fraîcheur physique pour concrétiser les différences au niveau technique qu'il y avait entre les joueurs marocains et les joueurs de cette équipe du Bénin. Tu es d'accord avec ça? Problème physique plutôt, Amin, c'est ça? Ouais, je pense que c'est une somme de pas mal de problèmes, mais oui, je peux être d'accord avec ce que dit Saïd. Et avec toi, quand tu dis que c'est avec beaucoup de tristesse, et moi je pense à davantage comme un cataclysme, parce que je pense qu'on s'attendait à tout sauf à sortir à ce stade de la compétition contre une équipe du Bénin classée dans les 95e mondiales. Qui n'a jamais gagné le moindre match. Effectivement, elle passe sans gagner le moindre match et on sort sans en avoir perdu un dans l'absolu. Enfin, l'ironie d'histoire. Maintenant, on s'attendait à tout sauf perdre effectivement contre cette équipe-là qui a évolué longtemps à 10. Et on va quand même rappeler que si Ziyech marque ce péno, comme il arrive d'en rater à tous les grands joueurs dans les grandes compétitions, on n'aurait pas eu tout ce débat-là parce qu'on serait en quart contre le Sénégal. Mais effectivement, beaucoup de déception, beaucoup de frustration, beaucoup de colère par rapport effectivement à des gestions, à certains choix. Je pense qu'on va y développer tout au long de l'émission. Mais oui, tout ce qu'on peut dire, on peut trouver un milliard de manières d'expliquer la défaite, mais elle est là et elle est cruelle, elle est dure. Et je pense qu'il va falloir repartir sur d'autres bases aujourd'hui pour attaquer les différentes échéances qui nous attendent. Eh bien, on va demander à Fouad Hannaoui au Caire comment il a vécu cette élimination et nous proposer un autre regard, plus près du terrain en tout cas que nous qui avons suivi tout ça à la télévision. Fouad, au Caire, comment c'était en fait, tout simplement? Oui, tout à fait, immense désillusion pour les Lions de l'Atlas dans leur participation à cette CAN égyptienne, une sortie prématurée dès les huitièmes de finale face à cette valeureuse et courageuse équipe du Bénin. On entendait mieux des Lions de l'Atlas et des poulains d'Hervé Renard, vu les 3 victoires réalisées au premier tour avec 3 buts et 3 clean sheets pour le gardien Bono et pour le gardien Mhamdi. Eh bien, cette équipe marocaine a été surprise par
le Bénin dans cette confrontation. Le Maroc qui était mené au score par le Bénin dès l'entame de la deuxième période a pu égaliser par l'intermédiaire d'Onseri. Et puis la balle de match était dans les pieds de Hakim Ziyech sur ce penalty raté dans les arrêts de jeu. Les tirs au but ont souri aux Béninois et le Maroc quitte donc la compétition de façon prématurée alors qu'il était catalogué parmi les favoris pour le sacre final. Immense désillusion, immense gâchis pour cette équipe du Maroc qui avait, comme on l'a souvent dit, qui était prête pour aller, pas pour le titre, mais disons le plus loin possible et quitter la compétition, pas devant une sélection qui occupe la 80e place au niveau de la FIFA, la 18e au niveau de l'Afrique, une équipe béninoise qui a annihilé toutes les tentatives de l'équipe marocaine, une équipe béninoise qui a su comment contrer les schémas tactiques préparés par Hervé Renard. La sélection marocaine quitte donc la compétition la tête basse et alors qu'on attendait, comme je vous le disais, on attendait au moins une place en demi-finale, ce qui malheureusement a laissé un goût amer pour les supporters, que ce soit ceux qui se sont déplacés ici en Égypte ou pour les supporters marocains à travers le monde. Oui, effectivement. Tu as parlé d'une équipe marocaine qui a buté contre le Bénin. Moi, je voudrais poser la question à Saïd Chiba, spécialiste, technicien. Comment se fait-il que cette équipe ait du mal contre toutes les défenses un peu basses et de façon générale contre toutes les équipes qui refusent le jeu? On a l'impression que pour contrer le bloc marocain, il faut se mettre derrière et ça va devenir très compliqué. C'est ce qu'on a vu contre l'Iran, contre les Comores, contre la Gambie, même en amical. La Zambie, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Parce que c'est malheureusement dû à la qualité de joueurs qu'on a, surtout dans le flanc offensif. Marabat et Nseri ne sont pas des joueurs techniciens capables de jouer surtout dos à l'adversaire, dans des espaces réduits, recevoir bien, s'auto-retourner. Notre seule solution reste toujours Ziyech quand il est dans ses meilleurs jours. C'est pour ça que cette équipe, quand elle a été conçue, je pense que le scénario qui lui allait le mieux, c'était avoir ce bloc un petit peu bas et laisser un petit peu l'initiative volontairement aux adversaires. Et une fois récupérer le ballon avec la qualité de passe qu'on a au milieu de terrain, avec Bossofa, avec Ziyech et des joueurs qui adorent les espaces comme Serré et Mrabat. Donc, dans des configurations comme le match de Bénin, on a toujours souffert. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas progressé sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes difficultés contre ce genre de bloc. Parce que c'est les mêmes limites des mêmes joueurs. Parfois, les entraîneurs, quand ils se rendent compte de la persistance de ces problèmes-là face à des blocs bas, ils procèdent carrément au changement de joueur. Quand tu peut-être faire appel à des joueurs comme Bouffal qui sont capables de venir entre lignes, recevoir et prendre ces risques-là du 50-50, essayer les dribbles et tout ça. Quand on n'a pas Ziyech dans ses meilleurs jours, ça donne un petit peu cette sensation de buter tout le temps sur une défense qui était bien organisée d'ailleurs, 5 joueurs avec une ligne de 4 devant et un seul attaquant. Et on n'a pas su, comme j'ai dit, agresser cette équipe béninoise sur le plan physique surtout, répéter les actions, alterner un petit peu à droite, à gauche dans l'axe. On n'a pas eu la lucidité surtout par rapport aux leaders de l'équipe parce que les entraîneurs, dans des situations comme ça, ils sont limités un petit peu par rapport à contrôler les actions. C'est aux joueurs de prendre un petit peu les décisions. Les consignes ont déjà été données au vestiaire. Et c'est des équipes qui nous ont fait souffrir, comme tu l'as dit, le long de ces dernières années. On arrive à la question de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, donc, d'après ce que tu nous expliques, avait plus ou moins la responsabilité sur ses épaules uniques d'animer les phases offensives. Il a loupé sa CAN, comme il a loupé sa Coupe du Monde. Est-ce que Renard aurait dû le sortir, tout simplement, d'après toi, Ami? Mais moi, je pense définitivement. Je suis entièrement d'accord avec l'analyse de Saïd. Il a oublié une petite chose aussi sur laquelle on a beaucoup capitalisé, c'est les coups de pied arrêtés. On compte beaucoup sur ça parce que nous avons des joueurs athlétiques, nous avons Nseri qui a une détente sèche qui est incroyable. En fait, voilà, c'est une de nos armes, mais elles sont très rares par rapport effectivement à des blocs bas qu'on n'a jamais réussi à percer. Et si on a été déçu sur le moment d'avoir été éliminé, honnêtement, avec le recul,
à part la Côte d'Ivoire, où effectivement on a fait jeu égal avec une équipe qui sait jouer au football chaque fois, sur les autres matchs, on n'a pas été bon, quoi. On ne produit rien depuis très longtemps, qu'on le veuille ou pas. On aime cette équipe, on revient de tellement loin au niveau de l'engagement que je sais que dès qu'on a eu une équipe qui mettait du cœur, on s'est dit, bon voilà, mais effectivement, tu as raison, ce sont les mêmes limites des mêmes joueurs pendant des années. Qui n'ont pas beaucoup évolué. Amrabat était un guerrier, certes, mais Amrabat, s'il avait eu talent pur dans les pieds, bon, on le saurait. Il n'en a pas. Maintenant, par rapport à Ziyech, qui est effectivement la seule caution technique, tu as raison, Reda. Ziyech rate lamentablement toute sa CAN et sa Coupe du Monde. On a l'impression qu'il a beaucoup de mal à se mettre à ce niveau d'exigence qu'on attend de lui dans les grandes compétitions. Et c'est ce qui est arrivé à cette CAN. Et la vraie question qui va rester et à laquelle on n'a pas eu de réponse, c'est oui, effectivement, pourquoi si tout le monde a bien vu, effectivement, que Ziyech ne rentrait pas dans cette gamme, pourquoi Hervé Renard, lui, ne l'a pas vu? Et surtout, moi, je veux bien, encore une fois, donner de la confiance à un joueur en lui permettant de marquer un but et de remettre dans ce match. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on garde un joueur qui est en méforme pendant 120 minutes en lui donnant un pénalty décisif à la 94e alors qu'il a tout raté sur toute la CAN? Moi, je pense que ça va rester la question principale à laquelle j'aimerais bien que Renard réponde un jour. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? On a dit que physiquement, on était un peu cramé. On a dit que Ziyech n'était pas dans une bonne période. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème de liste? Est-ce qu'on ne s'est pas, dans les 22 qui sont partis, privés d'options offensives? Est-ce que vraiment on n'aurait pas pu faire mieux, j'ai envie de dire, dès le stage et dès les convocations de joueurs, sans tirer sur l'ambulance ou essayer de comprendre comment on s'est retrouvé avec aussi peu d'options, avec un Boutaïb très vite blessé, avec comme seule option qui pouvait changer vraiment la physionomie du match, c'était Bouffel. Et il a changé en plus la physionomie du match. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire au moment des convocations? Oui, bien sûr, il y a l'épisode Hamdallah aussi, parce que je pense que... Hamdallah, il est parti. Je pense que Renard comptait sur une série comme premier attaquant et comptait sur l'adhésion de Hamdallah au projet de l'équipe. On va rappeler que Nsari est un joueur qui a été longtemps blessé cette saison. Et d'ailleurs, on voyait bien qu'il n'était pas à 100% de ses moyens, genou bandé. Enfin, ce n'est pas non plus les meilleures options qui soient. Boutaïb très vite blessé, Nsari qui revient de blessure. L'épisode de Hamdallah qui perturbe un petit peu tout le schéma. Le fait de rappeler un Mbadi au lieu de prendre éventuellement un avançant quel qu'il soit, parce qu'on va quand même rappeler que des Kabi, des Azaro, voilà, c'est des gens qui... Pardon? Il y a Jor, effectivement, buteur de la Botola, mais ça c'est un autre débat encore, ce sont des gens qui sont passés par l'équipe nationale. Ce n'est pas des inconnus au niveau de ce groupe-là. Donc oui, pour répondre à ta question qui est extrêmement légitime, sans taper sur Renard ou sur qui que ce soit qui effectivement travaille sur cette liste-là, à un certain moment, quand il faudra faire le bilan de cette CAN, il faudra se poser sur les choix initiaux, effectivement, qui forcément n'auront pas été les meilleurs, parce qu'on va juste une phrase rappeler que même Idrissi, quand il est rentré, qui était la révélation du championnat hollandais, il a été cantonné dans un rôle qui n'était pas du tout le sien, celui d'ailier droit, sachant que Idrissi a fait toute sa saison, du moins ses 2 dernières saisons en Hollande, au poste d'ailier gauche. C'est comme si on prenait effectivement Bouffel et que tu l'excentrais ailier droit au milieu droit, il ne donnerait pas la plénitude. On va donner la parole justement sur cette même question de qu'est-ce qui n'a pas marché au principal concerné, en tout cas au responsable technique de cette équipe. C'est Hervé Renard et son adjoint Baumel qui nous répondent depuis la zone mixte du Caire. Il a manqué beaucoup de choses. Il a manqué le résultat final. Voilà, il aurait fallu être plus performant. On ne l'a pas été. Félicitations à cette équipe du Bénin. On a manqué une petite étincelle pour tout faire exploser et aller plus loin. Une grosse déception, mais ça s'est joué sur des détails et je suis déçu, je suis même abasourdi. On ne s'attendait pas à ça. À la 94e, on peut se qualifier et puis manque de réussite, poteau sortant. Donc voilà, beaucoup de déceptions, mais les intentions étaient là, même si ça manquait un petit peu de spontanéité. On s'est crispé petit à petit dans le jeu, mais on a toujours essayé. Donc j'ai pas de mots. Ce soir, c'est un petit peu prématuré pour sortir des explications, mais j'ai pas de mots parce que, comme je dis, les intentions étaient là. La volonté d'aller gagner était là, mais on s'est crispé, on a manqué d'étincelles et de réussite. Il est choqué, Baumel, il est choqué comme nous, il est choqué parce que... Et Renard aussi, moi je vais vous poser une question très, très simple. Est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps avant d'essayer de comprendre quelle était la vraie valeur de cette équipe nationale? Voilà. On a eu des signaux, des clignotants rouges qui sont allumés dans nos têtes quand on a vu les matchs amicaux. Ensuite, il y a eu ces 3 matchs qui peut-être nous ont fait voir plus beau qu'on était. Et là, on a l'impression qu'on a pris un peu le Bénin à la légère. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce côté un peu, j'ai envie de dire, de suffisance dans la façon dont on abordait ce 8e de finale?
La suffisance, oui, mais bon, mais je pense qu'au fond de nous-mêmes, il y a la suffisance, mais aussi on s'est un peu menti à nous-mêmes parce qu'on savait qu'on n'était pas une équipe non plus flamboyante dans le jeu. C'est pas le Sénégal, c'est pas l'Algérie, c'est 2-3 crans. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est 2-3 crans en dessous. On a eu un match en trompe-l'œil qui était celui justement de la Côte d'Ivoire qu'on bat 1-0 et qu'on maîtrise entièrement. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, Reda, qui est très juste, je trouve assez dommage les sorties de Renard quand il vient expliquer tout ça, quand il vient expliquer cette élimination qui est piteuse, il faut bien le dire, par un manque de réussite. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Je pense que au fond de nous-mêmes, on savait que Renard s'était attaché à un groupe et à des valeurs et à une ligne directrice à laquelle il n'a pas voulu déroger et qu'il a finalement mené à sa perte. Il faut lui dire les choses très clairement. Renard, depuis la Coupe du Monde, on s'est posé la question de savoir s'il fallait, avec un groupe vieillissant, devoir changer quelques petites choses. Il ne l'a pas fait. Alors peut-être qu'il a eu raison de garder un beau sofa, même un Belhenda qui a été bon, même un degré moins d'Ahmadi qui ont fait le taf en milieu de terrain. Mais pour tout le reste, voilà, finalement, ces choix n'ont pas été payants. Diarra à droite, qui a longtemps été blessé, qui était clairement en manque de forme, c'était pas bon. Un Hakimi qui revient de blessure et à gauche, c'était pas bon. Et la liste est longue. Donc oui, Reda, tu as raison. Je pense qu'on s'est longtemps menti à nous-mêmes. Mais aussi le match en trompe-l'œil contre la Côte d'Ivoire, parce qu'on parle du premier match contre la Gambie et même l'Afrique du Sud, c'était pas génial. C'est ce match-là contre la Côte d'Ivoire qui nous a fait espérer éventuellement qu'on pouvait aller très loin dans la compétition. Mais en termes de production de jeu, c'est pas génial. Je ne sais pas ce que tu en penses en tant que technicien, mais voilà quoi. Cette histoire se répète beaucoup, cette histoire, cet attachement des entraîneurs en fin d'épopée. Il y a toujours, ça s'est répété avec Henri Michel. Tu sais, quand ton entraîneur fait un parcours lent avec un ensemble de joueurs, il a du mal un petit peu à se détacher. Ouais. En début du bon sens, parfois. Et on fait des concessions parfois sur un pourcentage de 10% de la liste, quitte à garder le côté affectif et cette ambiance qui règne. Et c'est pénalisant à la fin. C'est tombé sur une ligne d'attaque qui est déjà un petit peu en mal. Et donc, ça a pénalisé un petit peu. Moi, je comprends bien ton argument d'avoir un groupe et de s'y attacher au point parfois de manquer de lucidité sur les choix. Je comprends bien aussi ton exemple de feu Henri Michel, mais j'ai quand même l'impression que l'histoire d'Henri Michel avec l'équipe nationale a duré plus longtemps en termes émotionnels quand même. On est dans une équipe qui vit un drame dans l'élimination de dernière minute de la Coupe du Monde en 98, donc on comprend plus ça que là. Là, j'ai l'impression qu'on a perdu une année en fait, qu'on a perdu une année sans progresser techniquement ni essayer des nouvelles choses. Voilà. Tu dis juste, mais avant que Chiba réponde, j'aimerais juste préciser une chose en plus. Le groupe d'Henri Michel Rahmon était beaucoup plus qualitatif, à mon sens, et beaucoup plus élargi. Donc même quand tu es dans tes 10%, tu ne bouscules pas grand-chose, parce que la qualité était véritablement là. Alors que là, c'est tellement moyen qu'on a quand même l'impression que 1 ou 2 mauvais choix peuvent très largement perturber la prestation sur un terrain. Moi, je voudrais quand même modérer tes propos par le fait qu'on a quand même l'impression d'avoir une Coupe d'Afrique assez faible techniquement et la faiblesse technique. La qualité du groupe d'Henri Michel par rapport à la qualité du groupe mais je te mets la qualité du groupe d'aujourd'hui, je te compare la qualité du groupe d'aujourd'hui dans l'ensemble de ce qu'on voit en CAN qui n'est pas non plus très flamboyant et ce qui nous a encore plus permis de nous bercer d'illusions en se disant bon, c'est vrai que ça joue pas très bien, mais en même temps, qui joue très bien dans cette CAN? Peut-être une ou deux équipes, pas plus. Moi, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que la gestion des tirs au but, franchement, comment se fait-il qu'on a envoyé ce pauvre Idrissi en premier? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait plus de cadre? Où était Fajr, qui était censé être un tireur? Normalement, les approches diffèrent d'un entraîneur à un autre. D'après mon vécu, moi, on a constaté, il y a beaucoup de débats avec les entraîneurs, partout où je suis passé. Moi, je pense qu'il y a deux numéros. C'est le premier et le troisième. Il faut envoyer le meilleur tireur en premier et le troisième penalty, en général, c'est un tournant dans la série. C'est individuel, mais les coachs n'ont pas toujours cette approche. Il y a des coachs qui laissent aussi l'ordre aux sensations des joueurs. Il y a des joueurs qui se sentent bien d'être en 4e, en 5e. Mais moi, je pense qu'il faut assister sur le premier parce que ça met l'équipe Idrissi tire bien, bien sûr. En confiance. Et en général, le troisième penalty, il est dans la décision finale. Donc, mais après, ça revient à chaque entraîneur. Mais on nous a expliqué, et à juste titre, qu'il y avait des tireurs officiels, dont faisait partie par exemple Faisal Fajr. Il y a des cadres. Et là, on se retrouve avec Bouffel qui en tire très peu de pénaltys de tête. Je ne pense pas le voir très souvent tirer des pénaltys.
Voilà, non. Effectivement, Et Idrissi qui est censé porter le poids du premier tir comme ça. Bon, il a réussi, hein, mais j'ai l'impression quand même que par rapport, par exemple, à ce qu'on a vu dans le 8e de finale tunisien, la préparation des techniques des pénaltys, je ne sais pas si elle a été faite. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue. Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, c'est une certitude que les Tunisiens ont été très largement mieux maîtrisés que les nôtres. Déjà, les Tunisiens, ils tirent tous quasiment au même endroit. C'est très bien tiré. Nous, c'était un petit peu aléatoire. Mais honnêtement, moi, j'ai l'impression qu'à aucun moment, on s'est dit qu'on pouvait aller jusqu'au péno avec le Bénin aussi. Hein. On n'était pas vraiment, je ne pense pas qu'on était préparés, ni mentalement, ni techniquement, à aller jusqu'au péno avec le Bénin. Je suppose qu'ils se sont entraînés à tirer des pénaltys la veille du match, c'est sûr. Mais légèrement, hein, je pense que. Mais je pense que surtout sur le plan de. Ce que vous êtes en train de me dire, et je le comprends, et je suis d'accord, c'est qu'on avait l'impression d'avoir perdu le match dès le pénalty de Ziyech. Voilà. Oui, et la question est pourquoi? Comment on n'a pas réussi à redresser la barre? Ce qu'a dit Amine tout à l'heure, toi tu lui as dit qu'on avait peut-être sous-estimé cette équipe, mais c'est inévitable quand les différences techniques sont grandes. L'entraîneur, il a beau avoir un discours un petit peu alarmant, qu'il faudra prendre cette équipe, mais le joueur, à l'intérieur de lui-même, quand il se voit avec qui il joue et contre qui il joue, ça vient un petit peu naturellement. Donc, ils attendent à faire un petit peu la différence d'un moment à un autre. Ça va venir avec le temps, avec ce qui est le scénario, avec le but encaissé. Comme a dit Baumel, ils se sont crispés et ça se complique de plus en plus. Mais est-ce que ça ne relève pas... Même moi, étant crispé, après le but, quand Bouffal rentre, on a un temps fort qui est très bon. Hein, oui, avec Bouffal à gauche, avec la tête qui pique et qui rate, même s'il a à 4 mètres des cages. Mais on a de très bons temps forts. Ziyech rate une frappe du pied droit, il se loupe complètement. On va quand même rappeler qu'après le péno, Ziyech a une occasion de tuer le match. Il a 3 mètres des cages et incroyablement, il dévisse et puis voilà. Il loupe le même ballon qu'en Coupe du Monde contre l'Iran en première mi-temps. Oui, effectivement. En première mi-temps, c'est un gauche. On a quand même l'impression que, pour moi, je pense que ce bonhomme-là qu'on voit à l'écran, qui est donc Ziyech, ça va être un point nodal de la réflexion sur toutes les renards sur cette canne-là. On en reparle après la pause, puisque c'est la fin, les amis, de la première mi-temps. Je ne sais pas s'il y aura des pénaltys ou des prolongations. Je sais que c'est fini pour la première mi-temps et qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Le Club. Bienvenue dans cette deuxième partie de Le Club avec Amine Rahmouni, avec Saïd Chiba, avec Fouad Hannaoui en Égypte et avec cette question horrible, qu'est-ce qui s'est passé avec Ziyech? Alors, en même temps qu'il faut décortiquer ce fiasco technique de notre joueur star, il faut quand même dire 2 mots sur l'acharnement de certains commentateurs qui lui sont tombés dessus. Il faut rappeler qu'on n'est pas là pour couper des têtes, on est là pour, à sang-froid, tranquillement, évaluer une performance sportive. Et là, bizarrement, elle a été très mauvaise par rapport à la saison qu'il nous fait en club. Est-ce que c'est un problème physique, encore une fois, Saïd? Je pense que la défaillance était physique. Il a souffert après ce match de la Namibie physiquement, il n'a pas pu récupérer. Moi, je peux reprocher peut-être à l'entraîneur d'avoir fait ce choix de le mettre... de l'avoir aligné pour ce 3e match. Ouais. Son intention a été de le remettre en confiance, de lui permettre peut-être de revenir un petit peu meilleur, mais je pense que ça l'a pénalisé pour le 4e match. Mais comme tu as dit, c'est un joueur qui nous a donné beaucoup de satisfaction et a été décisif pendant une longue période, un joueur important, très important pour l'équipe nationale et qui, à mon avis, devrait le rester. Il est passé à côté d'une CAN et 2 matchs surtout, 3 matchs. Ça ne remet pas en question la valeur de Ziyech et sa place dans l'équipe nationale pour les années à venir. Bien sûr, Badjo a raté un péno en finale de Coupe du Monde 94 contre le Brésil, ça reste Badjo. Donc je ne pense pas qu'on va juger Ziyech sur un péno raté. Par contre, on peut très clairement juger le staff technique, peut-être pas Renard, mais ceux qui l'entourent, sur le maintien contre vents et marées d'un joueur qui était très clairement physiquement en dessous. Ziyech, c'est avant tout une caution technique. C'est surtout ça, c'est pas un physique, c'est une caution technique. Et quand on voit très clairement ces premiers contrôles qui ont été ratés dans les 2 tiers, Ziyech en général, on a des vidéos où Ziyech, c'est étroitement lié, le physique et la technique. Exactement. Donc on voit clairement que c'est un joueur qui a fait 60 matchs dans la saison, qui est en demi-finale de Ligue des Champions, qui a joué sur 2 tableaux dans les compétitions nationales, l'Heure Botola et la Coupe, donc qui a beaucoup joué.
mais on voyait clairement qu'il était bas dans le coup physiquement, qu'il manquait de lucidité. Après, on peut revenir effectivement même sur le système tactique où il avait qu'un joueur et demi, à savoir Nsere et un peu Amrabat comme solution offensive. Parce qu'en première mi-temps contre le Bénin, je pense qu'il recentre Amrabat pour le laisser avec deux solutions. Avec deux solutions, la première mi-temps, Amrabat l'a fait quasiment dans l'action. Effectivement, moi je parle sur l'ensemble effectivement de la prestation. Maintenant, pour moi, Ziyech, il est peut-être... Tous les joueurs veulent faire de leur mieux. Même quand ils ne sont pas bien physiquement, ils veulent faire de leur mieux. Donc je ne pense pas que Ziyech aujourd'hui ait pris ces matchs-là par-dessus la chambre. Mais pour moi, honnêtement, il va falloir qu'un jour, Renard nous explique qu'il y a de l'acharnement, en dépit du bon sens et contre vents et marées, de maintenir un joueur. Parce que Reda n'a pas dit une chose, c'est pas que Ziyech débute ou pas le match contre le Bénin, c'est que Ziyech fait 120 minutes contre le Bénin. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a estimé que Ziyech était cuit pour sortir et le remplacer par un joueur beaucoup plus frais. Alors c'est quoi, c'est la profondeur de banc? Alors c'est quoi? On maintient sciemment un joueur parce que c'est le meilleur joueur technique? C'est quoi? Et ça, pour l'instant, on n'a toujours pas eu de réponse. On aura sûrement des réponses ou pas, mais je pense qu'il faut un petit peu de temps pour décortiquer les raisons de l'échec. Il y a aussi une autre façon de le prendre, parce qu'on peut s'acharner aujourd'hui à essayer de comprendre ce qui s'est passé en 2019, mais si on prend un peu de recul, ça fait quand même depuis 2004, voilà, finale de 2004, des échecs au premier tour répétés. En 2017, on passe en quart de finale, cette fois en huitième de finale. Bon, il faut quand même signaler qu'il n'y avait pas de huitième de finale avant. Avant 2004, pareil, c'est le grand désert où il faut remonter jusqu'aux années 80, on arrive à trouver des demi-finales. Donc il y a un échec répété en Afrique. On peut pas regarder ça, enfin poser cet argument on ne peut pas ne pas mettre la performance de 2019 autrement que dans une série d'échecs. Alors moi j'ai une première question à Etchiva, qui a fait partie d'une équipe qui a plutôt fait très bonne impression en Coupe du Monde. Elle est sortie avec 4 points. Avec les règles d'aujourd'hui, elle serait qualifiée. Est-ce que, par exemple, la CAN de 1998, pour vous, qui est à quelques mois de la Coupe du Monde, est-ce que c'était une priorité? Est-ce que vous la preniez très au sérieux? Est-ce que vous y êtes allé à fond, franchement? Il n'y a personne qui nous écoute, tu peux y aller. Ah, bien sûr, sans doute. J'y étais, je peux en témoigner. Il y avait une grande concentration sur les matchs. On avait la sensation qu'on pouvait la gagner. Malheureusement, il n'y avait pas de pensée pour la Coupe du Monde. On était déjà qualifiés, le groupe vivait bien, les conditions étaient difficiles un petit peu, mais on ne s'en plaignait pas. On a négocié les matchs sereinement, si je puis dire, mis à part peut-être ce match difficile contre la Zambie en poule. Et après, ce match contre l'Afrique du Sud. Mais je pense que par rapport à la CAN, je pense qu'on table un petit peu trop haut par rapport à notre historique en CAN. Moi, je pense qu'il faudra être assez humble pour essayer d'être présent dans le dernier quart. On va rappeler juste 2 éditions, 3 éditions, et ne pas, à chaque fois qu'on ait des bons signes d'équipe, des prestations un petit peu bonnes en sélection, de revendiquer ce titre. Donc. Ce dernier carré. On va rappeler que tu as joué 2 CAN, 98, élimination par l'Afrique du Sud en quart de finale, 2-1. Et 2000, élimination au premier tour, en phase de poule. Donc, il y a quelque chose qui... J'en ai vu beaucoup. J'en ai joué aucune, mais j'en ai vu beaucoup. On a commenté, ouais. Même question, est-ce qu'aujourd'hui, comment on peut expliquer aujourd'hui cette répétée en CAN, alors que dans le même temps, les clubs marocains décrochent des Coupes d'Afrique, soit des Coupes de la CAF, des Ligues des Champions et même des C2, à l'époque où elle existait, il doit y en avoir une ou deux. Donc on a, je pense, une douzaine de Coupes d'Afrique au niveau des clubs. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement incapable d'obtenir des trophées en Afrique, et les derniers carrés au niveau de l'équipe nationale se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Ta question aussi pertinente que manquant de réponse. C'est vrai, on réussit beaucoup en club, on réussit beaucoup moins en équipe nationale. Alors, je pense que cette fois-ci, on s'est dit qu'en s'entourant d'un monsieur qui s'y connaît, à savoir Renard, c'est le spécialiste. C'est le spécialiste de la CAN, on va y arriver. Bizarrement, on n'y arrive pas. Mais honnêtement, c'est pas pour. Je trouve que c'est la vraie question. Depuis 5 ans, nous avons des clubs qui marchent sur l'eau au niveau africain. Raja. Mais même avant, moi je veux pas limiter ça au débat Botolis d'aujourd'hui. Je parle même dans les années 90. Je ne vais même pas rentrer dans ce débat-là. Dans les années 90, il y avait des Aujourd'hui, nous avons des clubs effectivement qui réussissent, mais nous avons aussi, peut-être qu'avant on aurait pu dire qu'on n'avait pas de staff qui s'y connaissait. Mais cette fois-ci, nous avons à la fois des clubs qui réussissent, mais aussi un staff, je voulais le lier justement à un Renard, qui s'y connaît. Et malgré ça, la Greffe n'a jamais pu prendre en 2 éditions. On sort en CAN, puis en 8e, les nouvellement 8e. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce sont des joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter?
honnêtement, la question est très importante. Je pense que celui qui arrivera à mettre une réponse logique là-dessus trouvera la clé pour des cannes réussies dans le futur. Non, mais parce mais que pour l'instant, honnêtement, je ne. Moi, je pense qu'il y a une explication simple, c'est que les comparaisons entre championnats marocains et les championnats locaux en Afrique, on est largement un petit peu en avance. D'ailleurs, on a gagné le CHAN. Le CHAN, il reflète effectivement le football au niveau national, mais par rapport aux sélections et à la CAN, c'est des sélections composées de joueurs évoluant à l'étranger. C'est ça, mais ce que je dirais, on ne parle pas des néo-professionnels des 20 dernières années en Afrique. Même avant, ça marchait pas. Même dans les années 90. On a un problème avec la CAN. Dans les années 90, enfin, il y a la Ligue des champions de 92 du WAC, des 97-99 du Raja, c'est celle des phares avant. Donc il y avait également des bonnes performances en club. Et pour revenir sur ces dernières CAN, on perd contre l'Égypte, qui est également formé de joueurs locaux en 2017. Et le Bénin, on va avoir du mal à m'expliquer que les joueurs béninois qui étaient devant les Marocains, en termes de CV et de réalisation dans leur club, souvent européen ou pas, on ne devrait pas avoir peur d'une équipe qui est 95e. Et puis ce qui me dérange aussi, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les arguments s'enlèvent. Avant, on disait que février, c'était compliqué pour les pros. Maintenant, on est en juin. Que l'Afrique du Nord était mieux que l'Afrique du Sud en termes de terrain. Bon, là, tout ça saute. Hein. On ne trouve toujours pas la réponse. Aujourd'hui, maintenant que tu poses le débat qu'on a c'est vrai, mais qu'on n'a jamais eu, moi, j'ai l'impression qu'on prend cette canne toujours. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est très juste. Je pense qu'on prend cette canne avec beaucoup de prétention. Voilà, c'est qu'on manque d'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, avant de prétendre gagner quoi que ce soit, on a beaucoup rigolé. Je vais faire un parallèle très rapide avec le Paris Saint-Germain, qui vient et dit « je vais mettre de l'argent et je veux gagner la Ligue des Champions ». Eh bien non, ça met 10, 12, 15 ans. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ben, la CAN, c'est pareil. Ce n'est pas en ramenant en renard 4-5 professionnels et beaucoup d'envie, de l'argent et un statut autoproclamé qu'on la gagnera. Comme tu dis, c'est très juste. Peut-être se dire comme objectif, sur 4-5 CAN, viser 3 quarts de finale, 2 demi. Et au bout de la 6e, de finale, effectivement, 2 éditions, être présent pendant 2 ans aux 2 éditions dans le dernier carré. C'est ça. Et ensuite, la gagner au bout de la 4e édition. La légitimité de dire avec le même groupe. C'est l'approche, peut-être l'approche. Dès qu'on a. Est-ce que vous, dans l'équipe, parce que maintenant on a des gens qui ont joué cette CAN dans l'équipe, est-ce que vous étiez entre guillemets prétentieux? C'est-à-dire, est-ce que vous vous considérez comme favori quand vous rentrez dans le. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec un groupe qui était très humble. C'était des joueurs qui évoluaient dans le très haut niveau. Quand tu les voyais parler, ils n'osaient même pas prétendre gagner. Donc, je vous rassure, vous n'avez pas gagné non plus. Non, vous n'avez pas de prétention, mais vous n'avez pas de réalisation non plus. Match, on n'a pas parlé, on n'a jamais dit qu'on allait gagner cette. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est vrai, parce que j'ai connu cette équipe très bien. Et effectivement, ce n'étaient pas des gens qui arrivaient comme des matamors. C'est pour ça que l'histoire de la prétention, j'ai du mal à l'accepter, parce que d'autant plus que depuis le passage de Rachid Taoussi, il faut lui reconnaître ça, on ne part plus pour gagner, on part pour sortir du premier tour. Et ça, ça a été Et qui est une bonne chose, d'après Saïd. Se dire, je sors du premier tour pendant 2-3 éditions, je vise une demi au bout de la 4e, ou 2 demi, et au bout de la 6e, 7e, éventuellement la gagner. Oui, peut-être l'approche. L'approche qui sera peut-être la clé. Parce que c'est vrai, maintenant, on a finalement mis tous les ingrédients de notre côté. Après, il faudra peut-être réussir ce mix un peu difficile, cet amalgame entre joueurs issus du cru et professionnels. Peut-être que quand on y arrivera avec une bonne approche, ça sera peut-être l'ingrédient qui nous a manqué et qu'on n'a pas mis en place pour pouvoir remporter cette CAN. Parce que quoi qu'on dise, ça reste quand même un cruel échec pour le Maroc et pour Renard, cette élimination. Là où il faut être honnête, on va quand même rappeler que dans la tête des supporters marocains des années 90, 80, la CAN n'était pas une priorité. Peut-être pour vous, les joueurs, ce n'était pas le cas, mais pour nous, dans les tribunes, ce n'était pas une priorité. D'ailleurs, peu de gens se rappellent qu'on a fait des demi-finales en 80, 86, 88. Voilà, c'est quelque chose qui n'était pas considéré comme un exploit. On avait la tête complètement tournée vers la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le négliger. Et on ne peut pas négliger non plus que cet engouement aujourd'hui existe par rapport à la seule compétition qu'on peut gagner. Alors, mais on va rester positif parce que l'histoire ne s'arrête pas là. On va se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Et pour cela, on va appeler encore une fois notre expert sur le terrain, Fouad Hannaoui. Dis-moi, Fouad, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, tout à fait. L'heure est pour le bilan. Et le bilan, il est plutôt négatif pour les Lions de l'Atlas dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on s'attend bien sûr à un remue-ménage dans la maison de l'équipe du Maroc, dans la Fédération royale marocaine du football. On attend les décisions qui vont être prises suite à cet échec,
ce cuisant échec des Lions de l'Atlas dans la CAN égyptienne. On s'attend à ce que le président de la Fédération royale marocaine de football qu'il prenne les décisions adéquates. On s'attend à un limogeage d'Hervé Renard, un chamboulement comme je disais, dans la maison de la Fédération royale marocaine de football concernant l'équipe du Maroc. Maintenant, cette page a été tournée, la page de cette génération, les Mbark Boussoufa, les Benatia, les Dacosta, les joueurs qui formaient l'ossature de cette équipe du Maroc. Et maintenant, on s'attend, comme je disais, à un remue-ménage, à une nouvelle réflexion, à un nouveau chantier qui commence pour la Fédération royale marocaine, pour former une équipe compétitive, capable de relever les prochains défis de l'équipe du Maroc. Et les prochains défis, c'est d'aller chercher une qualification en Coupe du Monde, la prochaine en 2022 au Qatar, et essayer donc de bâtir une équipe pour la prochaine décennie. Alors les amis, que vous inspire ce résumé de Fouad Hennaoui? Amine. Le résumé est catastrophique, ou du moins c'est un scénario catastrophe à laquelle je ne adhère pas du tout. Perso, je ne m'attends pas à un chamboulement et je n'espère pas un chamboulement, très honnêtement. Par contre, j'aimerais que pour une fois, qu'on nous explique clairement qu'au bout de leur analyse, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché. Parce que ta question est bonne, pourquoi est-ce qu'on réussit dans des compétitions africaines et pas dans d'autres? J'aimerais bien qu'ils fassent une vraie introspection, qu'on pose très clairement ce qui a véritablement manqué et quels sont les points à mettre en place pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le plus facile serait de faire comme on fait d'habitude. C'est qu'on arrive, on vire Renard, on vire la moitié des joueurs, on part dans un nouveau cycle avec un autre entraîneur, avec d'autres joueurs, et répéter les mêmes histoires, les mêmes erreurs, parce qu'effectivement, je pense que... Attends, excuse-moi, on vire Renard, je ne suis pas sûr que lui-même ait envie de rester. On vire les joueurs, je pense que ceux qui vont partir avaient déjà prévu de partir avant la CAN. Bien sûr, donc après, de fait, on aura un gros turnover, non pas par décision de la FRMF ou du public ou par sanction, mais par, j'ai envie de dire, la limite d'âge déjà. On peut s'attendre à une nouvelle génération. Avoir décidé de partir, c'est Ahmadi et Boussoufa. Mais moi, ce que j'aimerais véritablement, c'est qu'on comprenne avant. Parce que là, il y a beaucoup de supputations, voilà, on réfléchit, mais j'aimerais bien aussi que de l'intérieur, qu'ils comprennent eux-mêmes ce qui s'est passé et qu'on nous parle. Et qu'on nous parle, et qu'on nous l'explique. Parce que même à partir de là, à partir des explications et des décisions qui seront prises, on pourra effectivement, même nous, avoir un avis sur la pertinence, même si c'est prétentieux de dire ça, des décisions qui sont prises par la suite. Parce que maintenant, si on doit rentrer juste dans un bras de fer avec Renard qui a envie de partir ou pas partir, et enlever en plus de ceux qui vont arrêter leur carrière internationale, enlever 3-4 joueurs, je pense qu'on va réécrire un cycle qu'on a perpétuellement connu et qui jusque-là n'a mené à rien, je pense. Saïd, qu'est-ce qui risque de changer après cette débâcle? Ouais, ce que tu as dit, c'est la fatalité du fait qu'il y a au moins 5 joueurs qui vont arrêter leur carrière internationale et qu'on a un groupe qui peut former un noyau très bon pour une sélection pour 10 ans. Des joueurs comme Ziyech, comme Hakimi, comme Zraoui, c'est des joueurs jeunes, pétris de talent. Il faudra peut-être aller dénicher surtout en défense des joueurs qui peuvent compléter cette équipe. Et par rapport à l'entraîneur, on ne peut pas, indépendamment du fait qu'il reste ou qu'il parte, on ne peut pas nier qu'il a fait du très bon travail, que le bilan il est positif. Mais là aussi, il faudra bien détailler. Positif à quel niveau? En termes de résultats, en termes de qualité de jeu, mais là, je pense qu'il y a matière à débat. Même pas de moi, je parle dans l'absolu, je pense qu'il y a matière à débat. Ce qui est indéniable, c'est qu'il a remis un esprit. Le problème, c'est qu'on oublie l'état dans lequel était l'équipe nationale pendant une décennie. Aujourd'hui, concrètement, Reda peut poser la question comme je peux te la poser. En tant que technicien, est-ce que tu trouves que l'équipe joue mieux depuis 4-5 ans, depuis que Renard est là? Renard est mis 3 ans et demi. Mais est-ce que l'équipe joue mieux? Largement. Pas d'esprit, mais si l'engagement, en termes de production de jeu. C'est un tout. Jouer bien, c'est avoir cet esprit-là, être conquérant comme l'a toujours montré l'équipe depuis que Renard est là. Ah, ça, c'est une certitude. Et à partir de là, la qualité technique, il y a des matchs mieux que d'autres, mais je pense qu'en bilan général, il a fait du très bon travail. Peut-être que c'est la fin du cycle, parce que rester, ça dépend des deux parties. On ne peut pas obliger une partie à rester ou à partir. Mais il ne faut pas non plus repartir à chaque fois à zéro. Je pense qu'il y a
qui a moyen de construire ce qui, sur des bases existantes. ce qu'a fait Renard avec lui, avec un autre, et continuer sereinement. Et gagner un titre africain, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de circonstances aussi qui doivent se réunir, avoir cette chance de planter des buts quand on n'est pas très bon en match, et avancer dans les tours et retrouver peut-être un niveau en quart de finale étincelant comme on l'avait en Coupe du Monde, parce que c'est impossible que cette équipe qui a fait ou qui a joué à ce niveau en Coupe du Monde oublie de jouer du jour Moi, au j'ai une lendemain. question. On parle de Renard aujourd'hui comme étant, j'ai envie de dire, le grand patron technique de la sélection nationale. Et on dit aujourd'hui, il a donné de la dignité à cette équipe. Il a déjà créé une équipe parce qu'avant, on n'était même pas capable de discuter des compositions d'équipe parce qu'on n'était pas capable de reconnaître tous les joueurs. Mais en même temps, il y a eu des limites, il y a eu des faiblesses. La question est, pourquoi n'a-t-on pas au-dessus ou autour de Renard un encadrement qui permet d'assurer une continuité, s'il venait à partir, d'une stratégie de politique sportive qui ne s'arrête pas à Renard 2 ans ou à je ne sais qui 3 ans, etc., mais d'avoir une sorte de logique qui fait qu'on puisse passer d'un entraîneur à l'autre sans avoir à tout faire tomber, à tout reconstruire. Elle est là la question. C'est une question qu'il faudra poser aux dirigeants. Pourquoi ne pas créer cette structure-là qui assure la continuité du travail indépendamment du nom des sélectionneurs? Mais il faut avouer quand même si il y aura beaucoup de mécontents, qu'on manque un petit peu de compétences au Maroc. On n'a pas assez de compétences pour assurer cet accompagnement du joueur international dans les catégories inférieures, autour de l'équipe nationale. Et on attend toujours cet entraîneur sauveur, alors que ça doit être une pièce avec un profil différent à chaque période en fonction de ce qu'on a comme joueur en équipe nationale, et qui devra venir apporter une petite touche par rapport à son vécu, comme c'était le cas pour voilà. Renard, et peut-être pour une autre période un profil différent de Renard, mais on n'a pas assez en termes de formation, en termes de compétences, et même en termes de nomination et tout ça. C'est un tour qu'il ne faudra pas dissocier. Ce que tu dis, Saïd, vient corroborer le fait qu'on risque de replonger dans un mode opératoire qu'on a longtemps connu, d'y venir, mettre un grand coup de balai et repartir encore à zéro, mais sans vision qui par la suite va déboucher sur une structure. Sans continuité, mais déjà sans la continuité, on peut dire qu'on a une continuité technique avec Renard pendant 3 ans et demi, ce qui est quand même conséquent et pas mal. Maintenant, sans vision d'un mot en aval, effectivement, de toutes nos équipes, avec la structure qui va avec pour justement pérenniser ce travail-là, Renard redeviendrait limite interchangeable. Aujourd'hui, l'Allemagne, qui a connu 12 sélectionneurs, je crois, en un siècle, voilà, les structures sont solides, elles sont là. Tu as Joachim Löw, tu ramènes l'entraîneur, il va perpétuer un travail et des titres par la suite. Maintenant, tout ça, effectivement, merci. On l'a pas. Amine, on va se faire un rapide tour d'horizon du reste de la CAN, parce qu'il n'y a pas que le Maroc, en l'occurrence déjà il n'y a plus le Maroc, mais on n'a pas été les seuls. Le foot africain change, les amis. L'Égypte a été éliminée chez elle. Rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire ? La vérité est très étonnamment, par une équipe sud-africaine qui a montré un tout autre visage que celui qu'avait montré contre nous. Et perso, je suis désolé de dire, mais ça m'a fait bien plaisir. Ça t'a fait plaisir. Décevant pour la CAN, pour l'organisation, pour l'affluence surtout l'engouement dans les gradins. Mais pas très étonnant, parce que l'Égypte non plus n'a pas présenté un visage impressionnant. L'Afrique du Sud, on savait qu'elle avait mieux à présenter sur le plan défensif. Ils étaient égaux à eux-mêmes et ils étaient chanceux sur un contre. Donc, et encore une fois, les stars du foot européen, enfin les stars africaines qui évoluent dans le foot européen, en l'occurrence dans ce match-là, on a parlé de Ziyech, on peut parler de Mohamed Salah, qui a quand même gagné la Ligue des Champions, les amis, c'est pas rien, qui est meilleur buteur du championnat d'Angleterre, qui marche sur la Première Ligue, qui cale comme Ziyech, comme à d'autres moments les Eto'o, Drogba, qui, à ma connaissance, n'ont jamais réussi à dominer la compétition malgré ce talent. Il ne reste plus que Mané, en fait, tout simplement. Mané, un degré moindre, celui qui remplit, je pense, toutes les promesses aussi, c'est Mahrez, ouais. Avec l'Algérie, qui fait effectivement une saison moyenne à Man City, tu ne l'as pas beaucoup joué. Ceci explique cela, peut-être plus frais, parce que beaucoup moins joué que Mané ou Salah. Mais oui, tu as raison, effectivement, les stars sont absentes. C'était très flagrant au niveau marocain avec Ziyech. Ça l'était aussi beaucoup plus étonnamment avec Salah, qui était transparent sur cette CAN. Mané, il met quand même 3 buts, même s'il rate un péno sur le dernier match. Donc on va dire que peut-être sur la finition, il est quand même là. Mais voilà, si ça peut te faire ta transition. Aujourd'hui, le seul qui tient son rang un petit peu, c'est Riyad Mahrez avec l'équipe d'Algérie, qui aujourd'hui a confirmé ce qu'on a pu voir en phase de poule. Et même en 8e où elle a été brillante 3-0,
et qui se pose aujourd'hui comme, à mon sens, le véritable favori sur cette CAN. C'est l'arriver à passer l'obstacle ivoirien sur le prochain match. Et voilà, oui, peut-être. Allez, mouillez-vous un petit peu les amis, Riyad Mahrez avec l'Algérie, équipe avec en plus l'élimination du tenant du titre, le Cameroun qui n'est plus là, l'élimination du pays organisateur qui n'est plus là. Il reste Sénégal, Côte d'Ivoire. Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie. Alors, non, mais là, on peut pas. Il va falloir se mouiller. On va mettre des petites images de côté avec vos pronostics. Alors, Pour le vainqueur de la CAN. Allez, vainqueur. Donne-moi. Je pense que le Nigeria. Nigeria. Sénégal. Nigeria, Sénégal. Un seul. Ah, un seul. Moi, c'est ça le jeu. Attends, Nigeria ou Sénégal? Faut répondre là, ça y est. Ah, un seul. Un seul. Moi, je pense que le Sénégal, peut-être. Regarde, moi, c'est juste technique. Moi, je dirais le vainqueur du match Algérie-Côte d'Ivoire. J'ai choisi 2, mais il n'en reste qu'un seul. Et comment vous estimez ce niveau technique là, jusqu'à présent dans les phases, dans ces premiers huitièmes là? Moyen en groupe, mais le Sénégal déjà a amélioré son niveau. Moi, j'avais dit déjà en groupe que cette équipe du Sénégal n'aura tendance qu'à progresser. Il y a du potentiel, mais comme on a dit pour l'équipe nationale, il devrait peut-être bénéficier d'un petit facteur chance à des moments, mais c'est costaud. Mais les pronostics en CAN restent toujours très difficiles. Ah, mais cette compétition est définitivement mystérieuse. Je le maintiens. Elle est mystérieuse et elle a commencé, à mon avis, dans ces huitièmes de finale, à prendre un petit peu de relief avec des matchs qui, pas toujours glorieux techniquement, mais au moins avec une grosse intensité émotionnelle. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de te dire? Oui, beaucoup d'intensité émotionnelle. Oh, oui, très largement déjà. Même si j'ai très peu de risques de te revoir à cette place-ci dans les semaines et les mois et les années à venir. J'ai pas de carton, j'ai rien, exactement. je suis... Oui, grosse intensité émotionnelle, notamment à travers une équipe qui fait du beau moqueur à tout le monde, qui est Madagascar, on va quand même le rappeler, qui pour sa première participation se retrouve en quart. Je ne pense pas que le Sénégal, avec ce qu'on a vu contre l'Ouganda, pourra hausser le niveau de jeu aussi loin que tu le voudrais. Par contre, moi, je mets définitivement une pièce sur le niveau de jeu affiché par l'Algérie, qui est véritablement impressionnant à tous les niveaux. Impressionné par l'Algérie, Saïd? Ouais, c'est costaud derrière. On a l'impression qu'ils ont deux équipes. Très bon, régulier et avec beaucoup aussi de solutions sur le banc. Ça va être décisif. Quand Adem Bounès rentre, tu te dis, bon voilà, il te met ce second but. Le Bounedjah est incroyable. Le Blaili, effectivement, Riyad Mahrez. Enfin, voilà quoi. Ils ont l'équipe, à mon sens, pour aller au bout de la CAN. Merci les amis. On a parlé des favoris, donc les Algériens, les Nigérians, les Ivoiriens. Et en fait, cette compétition est tellement bizarre qu'on peut se retrouver aussi avec une équipe comme Madagascar ou le Bénin au final. On n'en sait rien. Le football rend humble. Telle est la réalité de ce sport. Merci à vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Le Club. Merci.